La nuit dernière, quelqu'un que vous aviez perdu vous est revenu. Il ou elle est entré dans votre rêve, comme si la mort n'avait jamais existé. Il ou elle semblait en bonne santé, paisible. Peut-être vous a-t-il ou elle parlé. Peut-être s'est-il ou elle simplement tenu là, et vous avez ressenti sa présence, plus intensément que tout ce que vous avez jamais ressenti éveillé. Et lorsque vous vous êtes réveillé, pendant un bref instant, vous avez oublié son absence. Puis la réalité vous a frappé de plein fouet, vous laissant avec une question qui hante l'humanité depuis le début des temps. Si la mort est la fin, pourquoi rêvons-nous de ceux qui sont partis? Cette expérience n'est pas rare. Ce n'est pas quelque chose qui arrive à quelques personnes sensibles. Des études montrent que 58% des gens ont rêvé d'un ami ou d'un parent décédé. C'est plus de la moitié de la population. Un sondage de l'IFOP de 2023 a révélé que 46% des adultes français déclarent avoir reçu la visite d'un membre de leur famille décédé dans un rêve, à un moment donné de leur vie. Les femmes sont plus susceptibles de rapporter ces expériences que les hommes, avec 56% des femmes contre 36% des hommes. Parmi ceux qui ont perdu un conjoint ou un partenaire, ce chiffre grimpe à 86%. 86%. Presque tous ceux qui perdent leur partenaire de vie rêvent d'eux après leur départ. Pensez-y un instant. Presque tout le monde. Ce n'est pas un phénomène marginal, c'est une expérience humaine, presque universelle. L'explication standard est que ce ne sont que des souvenirs. Votre cerveau traite le deuil. Il rejoue de vieilles expériences avec quelqu'un que vous aimiez. Rien de mystérieux, rien de surnaturel. Juste des neurones qui s'activent selon des schémas façonnés par la perte. Le système limbique et le cortex préfrontal s'activent pendant ces rêves, indiquant le contenu émotionnel et mnésique impliqué dans le processus. Mais voici ce que cette explication ne peut pas justifier. Pourquoi les morts dans ces rêves apparaissent-ils si souvent plus jeunes et en meilleure santé que lorsqu'ils sont décédés? Si ce n'était que des souvenirs, le cerveau ne rejouerait-il pas ce qu'il a réellement observé, y compris la maladie, le déclin, les derniers jours? Mais ce n'est pas ce qui se passe. Les défunts apparaissent tels qu'ils étaient dans la vie, vibrants et entiers, comme si la mort ne les avait jamais touchés. Pourquoi transmettent-ils fréquemment des messages de réconfort, disant aux rêveurs qu'ils vont bien, qu'ils sont en paix, que le rêveur ne devrait pas s'inquiéter? Si ce n'était que des souvenirs, pourquoi le défunt communiquerait-il quelque chose de nouveau, quelque chose que le rêveur ne l'a jamais entendu dire de son vivant? Pourquoi 67% des personnes qui font ces rêves rapportent que l'expérience a accru leur croyance en une vie après la mort? Pourquoi 68% qualifient-ils ces rêves non pas de souvenirs, mais de visites? Pourquoi 71% disent-ils que les rêves les ont aidés à se sentir plus connectés à la personne décédée? Il se passe quelque chose dans ces rêves qui ne correspond pas au modèle standard. Et Albert Einstein, de toutes les personnes, avait peut-être compris pourquoi. Laissez-moi vous parler de l'ami le plus proche d'Einstein. Michel-Ange Bessot est né en Suisse en 1873, 6 ans seulement avant Einstein. Ils se sont rencontrés lorsqu'ils étaient jeunes étudiants à l'école polytechnique fédérale de Zurich, où tous deux étudiaient pour devenir professeurs de physique. Bessot est en fait celui qui a fait découvrir à Einstein les travaux d'Ernst Mach, le physicien et philosophe dont les idées sur la nature de l'espace et du temps allaient plus tard influencer le développement de la relativité par Einstein. Après l'université, Bessot a aidé Einstein à obtenir un emploi à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle à Berne. Ils ont travaillé ensemble à évaluer les demandes de brevets et pendant les pauses déjeuner et les promenades pour rentrer chez eux, ils discutaient des questions les plus profondes de la physique. Bessot n'était pas aussi brillant qu'Einstein et il le savait, mais il était le parfait interlocuteur. Il posait les bonnes questions. Il remettait en question les idées d'Einstein d'une manière qui obligeait Einstein à aiguiser sa pensée.
Lorsqu'Einstein a publié son célèbre article sur la relativité restreinte en 1905, l'article qui allait changer la physique pour toujours, il n'a inclus qu'un seul remerciement. Il a écrit « En conclusion, je tiens à dire que dans le travail sur le problème traité ici, j'ai bénéficié de l'aide loyale de mon ami monsieur Bessot et que je lui suis redevable de plusieurs suggestions précieuses. » Voilà Bessot, l'ami loyal, le suggesté précieux, l'homme qui s'est tenu aux côtés d'Einstein pendant la période la plus révolutionnaire de l'histoire de la physique. Ils sont restés proches pendant 50 ans. Ils s'écrivaient constamment des lettres, discutant non seulement de physique, mais aussi de philosophie, de famille, du sens de la vie. Bessot a observé les mariages d'Einstein, sa renommée, ses luttes, ses triomphes. Einstein a vu Bessot vieillir, a vu sa santé décliner, a vu l'approche inévitable de la mort. Le 15 mars 1955, Michel-Ange Bessot est décédé à l'âge de 81 ans. Einstein a reçu la nouvelle à Princeton, où il vivait ses dernières années. L'anévrisme de sa propre aorte s'affaiblissait déjà. Il savait qu'il ne lui restait plus longtemps à vivre. 6 jours plus tard, le 21 mars 1955, Einstein a écrit une lettre à la famille Bessot. Et dans cette lettre, il a révélé quelque chose qui remet en question tout ce que nous pensons savoir sur la mort. Il a écrit « Maintenant, il a quitté ce monde étrange un peu avant moi. Cela ne signifie rien. Les gens comme nous, qui croient en la physique, savent que la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. » Relisez cela. La distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Cette lettre est maintenant archivée sous le nom de document 7245 des archives Einstein. Elle a été publiée dans Le Monde en mars 1972. Différentes traductions existent. Une version de l'original français et allemand se lit comme suit. Maintenant, il est reparti un peu avant moi, quittant ce monde étrange. Cela ne signifie rien. Pour nous, physiciens croyants, cette séparation entre le passé, le présent et le futur n'a que la valeur d'une simple illusion, aussi tenace soit-elle. Einstein n'offrait pas un réconfort vide de sens. Il ne parlait pas métaphoriquement, il affirmait ce que sa physique lui avait montré comme étant vrai. Selon la théorie de la relativité, le temps n'est pas ce que nous pensons qu'il est. Il ne s'écoule pas du passé vers le futur comme une rivière. Au lieu de cela, le temps est une dimension, tout comme les 3 dimensions de l'espace. Et tout comme tous les lieux de l'espace existent simultanément. Tous les moments du temps existent aussi simultanément. C'est ce que les physiciens appellent l'univers bloc. Le concept découle directement du travail d'Einstein. Bien qu'il n'ait pas utilisé ce terme particulier, imaginez toute l'histoire du cosmos, du Big Bang à la mort thermique de l'univers, figé en une seule structure quadridimensionnelle. Chaque moment qui s'est déjà produit et qui se produira un jour existe dans ce bloc, également réel, également présent. Le passé n'a pas disparu, le futur ne s'est pas encore produit. Les deux sont là, toujours intégrés dans le tissu de l'espace-temps lui-même. Le philosophe Karl Popper a un jour eu une conversation avec Einstein à propos de cette idée précise. Popper a écrit plus tard « Le sujet principal de notre conversation était l'indéterminisme. J'ai essayé de le persuader d'abandonner son déterminisme, qui revenait à considérer le monde comme un univers bloc parménidien à 4 dimensions, dans lequel le changement n'était qu'une illusion humaine. Ou presque. Il reconnaissait que c'était son point de vue. Albert Einstein était d'accord. Il croyait que le changement lui-même, le sentiment que le temps s'écoule, que les choses naissent et disparaissent, est une illusion obstinément persistante, mais une illusion tout de même. Dans l'univers bloc, votre grand-mère n'est pas partie. Elle existe à ses coordonnées dans l'espace-temps, comme elle l'a toujours fait. Le moment de sa naissance est réel. Le moment de sa mort est réel. Chaque moment entre les deux est réel. Ses premiers pas, le jour de son mariage, le moment où elle vous a tenu bébé, l'après-midi où vous vous êtes assis ensemble et avez parlé de tout et de rien.
Tout cela existe, tout cela est réel, tout cela se produit éternellement, à son emplacement particulier dans la structure quadridimensionnelle de l'espace-temps. Vous ne pouvez pas lui rendre visite, parce que vous êtes à des coordonnées différentes dans le temps, tout comme vous ne pouvez pas visiter la Lune, parce que vous êtes à des coordonnées différentes dans l'espace, mais elle est là, elle a toujours été là, elle y sera toujours. Maintenant, réfléchissez à ce que cela signifie pour les rêves des morts. Si la conscience est d'une manière ou d'une autre connectée à cette structure quadridimensionnelle, si la conscience peut occasionnellement se détacher de ses amarres habituelles dans le moment présent, alors ce que nous appelons les rêves de visite pourraient être des aperçus à travers le temps, pas des souvenirs qui se rejouent, pas des vœux pieux, un contact réel avec des moments qui existent encore dans l'univers bloc. Je sais, cela semble radical, mais considérez les preuves. Des chercheurs ont constaté que les rêves de proches décédés ont des caractéristiques constantes qui les distinguent des rêves ordinaires. Le défunt apparaît tel qu'il était de son vivant, pas tel qu'il était malade ou mourant. Il a souvent l'air plus jeune, en meilleure santé, plus vibrant. Il transmet un sentiment de réconfort. Il communique qu'il va bien, que le rêveur ne devrait pas s'inquiéter, que tout est comme il se doit. Le docteur Patrick McNamara, professeur à la faculté de médecine de l'Université de Boston, a étudié ces rêves de manière approfondie. Il note qu'ils font partie des catégories de rêves les plus remarquables et les plus importantes, mais qu'ils restent sous-étudiés. Ces rêves pourraient détenir une clé de la nature fonctionnelle de l'esprit rêveur lui-même. Mais nous ne vérifierons jamais cette affirmation sans une investigation empirique rigoureuse. Et dans une étude portant sur 278 aidants endeuillés, 57,9% ont déclaré avoir rêvé du défunt. Parmi ceux-ci, 55,3% ont déclaré que le rêve était agréable et avait contribué à accroître leur confort, leur qualité de vie ou leur acceptation de la perte. Ce n'étaient pas des cauchemars, ce n'étaient pas des relectures pénibles de traumatisme. C'étaient des expériences qui apportaient la paix. Une équipe de recherche canadienne a mené des enquêtes détaillées auprès de personnes ayant perdu des êtres chers. Ils ont constaté que 67,1% des personnes endeuillées qui rêvaient du défunt ont déclaré que les rêves les aidaient à croire davantage à une vie après la mort. 68,4% ont caractérisé leurs rêves comme des visites, et non comme des rêves ordinaires. 70,9% ont déclaré que les rêves les aidaient à se sentir plus connectés à la personne décédée. La recherche souligne l'impact constant et profond que ces expériences ont sur le deuil. Les communications après la mort, spontanées et induites, se sont avérées à plusieurs reprises diminuer, voire même alger entièrement le deuil. Maintenant, voici où ça devient encore plus intéressant. Albert Einstein lui-même ne croyait pas à l'immortalité personnelle au sens traditionnel. Il était en fait assez explicite à ce sujet. Dans son célèbre essai « Ce que je crois », publié dans le magazine Forum and Century en octobre 1930, il a écrit « Je ne peux concevoir un Dieu qui récompense et punit ses créatures ou qui a une volonté du type dont nous sommes conscients en nous-mêmes. Un individu qui survivrait à sa mort physique dépasse aussi ma compréhension, et je ne le souhaite pas autrement. De telles notions sont pour les peurs ou l'égoïsme absurde des âmes faibles. C'est un langage dur, âme faible. » Albert Einstein rejetait l'idée qu'une conscience personnelle continue après la mort, au sens traditionnel. Il a dit « une vie me suffit ». Il ne croyait ni au paradis, ni à l'enfer, ni à la réincarnation, ni à aucune forme de survie spirituelle. Mais voici le paradoxe. La physique même qu'Albert Einstein a découverte suggère quelque chose qui pourrait être encore plus étrange que l'immortalité traditionnelle. L'univers bloc ne nécessite pas une âme qui s'envole après la mort. Il ne nécessite ni le paradis, ni un royaume spirituel.
Il nécessite simplement que les moments de votre vie restent réels après que vous ayez fini de les vivre de l'intérieur. Vous n'allez pas continuer à vivre après la mort dans l'univers bloc, mais vous n'allez pas non plus cesser d'exister. Chaque moment que vous avez jamais vécu continue d'exister à ses coordonnées dans l'espace-temps. Chaque conversation, chaque étreinte, chaque banal mardi après-midi, tout cela reste une partie de la structure éternelle de la réalité. Et si la conscience peut occasionnellement accéder à des moments en dehors de sa position habituelle dans le temps, comme cela peut arriver dans les rêves, alors le contact avec ceux qui sont morts n'est pas impossible. Ce n'est pas une communication avec un fantôme ou un esprit. C'est un contact avec un moment dans l'espace-temps où cette personne existe encore, est toujours éternellement présente dans le bloc. Mais il y a une autre preuve qui rend cela encore plus convaincant, et elle vient de ce qui arrive au cerveau au moment de la mort. En mai 2023, des chercheurs de l'Université du Michigan ont publié une étude révolutionnaire dans les Proceedings of the National Academy of Science, menée par le docteur Jimo Borjigin. L'équipe a analysé l'activité cérébrale de 4 patients comateux alors qu'ils étaient retirés du maintien en vie et laissés mourir. Ce qu'ils ont découvert était extraordinaire. 2 des 4 patients ont montré une poussée massive d'activité des ondes gamma alors qu'ils mouraient. Les ondes gamma sont des oscillations à des fréquences comprises entre 30 et 100 Hz, et elles sont associées à l'expérience consciente, à la perception, à la conscience. Ces poussées se sont produites dans les jonctions temporo-pariéto-occipitales, des régions du cerveau associées à la vision, à l'ouïe et aux expériences hors du corps. Les niveaux d'activité pendant la mort ont dépassé ceux observés pendant la conscience éveillée normale. Le résumé de l'étude indique: les 2 patients ont présenté des poussées de connectivité fonctionnelle et dirigées à plusieurs bandes de fréquences dans la zone chaude corticale postérieure, une région considérée comme essentielle pour le traitement conscient. Réfléchissez à ce que cela signifie. Le cerveau mourant ne s'éteint pas tranquillement dans l'obscurité. Au moins dans certains cas, il s'illumine avec une activité qui suggère une expérience consciente accrue. Le cerveau semble vivre une sorte d'expérience au moment de la mort, potentiellement plus vive que tout ce qui a été vécu en étant pleinement vivant. Des recherches antérieures en 2013 avaient montré des résultats similaires chez les animaux. La nuit dernière, des chercheurs ont mis en évidence une poussée transitoire d'oscillation gamma synchrone, se produisant dans les 30 premières secondes après un arrêt cardiaque. L'activité était globale et hautement cohérente. Cette bande de fréquences a montré une augmentation frappante de la connectivité entre différentes régions du cerveau. L'activité neurophysiologique dans l'état de mort imminente dépassait les niveaux observés pendant l'état de veille conscient. Nous ne savons pas ce que vit le cerveau mourant. Nous ne pouvons pas demander aux morts ce qu'ils ont vu. Mais les preuves suggèrent qu'ils voient quelque chose d'intense, quelque chose qui implique les régions du cerveau associées à la perception et à la conscience. Considérez maintenant cela à la lumière des rêves de visite. Si la conscience peut s'intensifier au moment de la mort, accédant à des expériences qui transcendent la conscience normale de l'éveil. Et si l'univers bloc signifie que tous les moments continuent d'exister éternellement, alors peut-être que ce que nous appelons la mort n'est pas une fin, mais une transition, un changement de perspective, un changement de l'endroit où la conscience est située dans la structure quadridimensionnelle de l'espace-temps. Et peut-être que les rêves sont des moments où les frontières de cette structure deviennent minces, où les vivants peuvent entrevoir les moments où les morts continuent d'exister. Cela expliquerait pourquoi les rêves de visite sont si différents des rêves ordinaires, pourquoi ils semblent réels d'une manière que les autres rêves n'ont pas, pourquoi ils apportent du réconfort plutôt que de la détresse, pourquoi les défunts apparaissent en bonne santé et paisibles. Le rêveur ne se souvient pas seulement, le rêveur est, dans un certain sens, en train de rendre visite. Je veux être clair sur quelque chose. Ceci n'est pas prouvé. C'est une possibilité suggérée par la physique,
pas une certitude établie par des preuves. Albert Einstein lui-même serait probablement sceptique quant à toute affirmation métaphysique construite sur son travail. C'était un scientifique rigoureux qui exigeait des preuves. Mais il a aussi dit autre chose qui est pertinent ici. Il a dit « La plus belle expérience que nous puissions avoir est le mystère. C'est l'émotion fondamentale qui se trouve au berceau du véritable art et de la vraie science. Celui qui ne le connaît pas et ne peut plus s'émerveiller, ne peut plus ressentir d'étonnement, est aussi bon que mort. » Le mystère de savoir pourquoi nous rêvons des morts est l'un de ces beaux mystères. La science peut mesurer l'activité cérébrale, la science peut étudier les expériences. Mais la science n'a pas encore expliqué pourquoi ces rêves semblent si différents, pourquoi ils apportent un tel réconfort, pourquoi ils ressemblent si constamment à des visites plutôt qu'à des souvenirs. Peut-être que l'explication réside dans l'univers bloc d'Albert Einstein. Peut-être que la conscience n'est pas aussi fermement ancrée au moment présent que nous le supposons. Peut-être que les morts ne sont pas partis, mais simplement ailleurs, dans la structure éternelle du temps. Si cette exploration de la vision cachée d'Albert Einstein sur les rêves et les morts a ouvert quelque chose en vous, si vous sentez qu'il y a des vérités ici que la plupart des gens ne considèrent jamais, alors soutenir cette chaîne par le biais de Super Thanks est la façon dont vous aidez à assurer que ces révélations continuent d'arriver. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous ne soutenez pas seulement un créateur. Vous dites que ces questions comptent, que les mystères de la conscience et du temps méritent d'être explorés, que vous refusez d'accepter les réponses superficielles avec lesquelles la plupart des gens se contentent, les chercheurs, les questionneurs, ceux qui sentent que quelque chose de plus profond se passe. Vous êtes la raison pour laquelle cette chaîne existe. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous, maintenant? Premièrement, prêtez une attention différente à vos rêves des défunts. Ne les rejetez pas comme étant simplement votre cerveau traitant le deuil. Traitez-les comme des données. Remarquez les détails. La personne apparaît-elle en bonne santé? Quel âge semble-t-elle avoir? Quel message, le cas échéant, transmet-elle? Comment vous sentez-vous au réveil? Tenez un registre. Au fil du temps, vous remarquerez peut-être des schémas qui suggèrent quelque chose de plus que des décharges neuronales aléatoires. Deuxièmement, considérez ce qu'Albert Einstein comprenait du temps. Le passé n'est pas parti. Vos proches qui sont décédés ne sont pas effacés de l'existence. Dans l'univers bloc, chaque moment de leur vie continue d'exister, aussi réel que le moment que vous vivez en ce moment. La séparation que vous ressentez est réelle, mais c'est une séparation dans le temps, et pas une séparation dans l'être. Ils sont là, ils ont toujours été là, ils seront toujours là. Troisièmement, laissez cela changer votre façon de vous relier au deuil. Le modèle standard du deuil suppose que la personne est partie et que vous devez apprendre à vivre sans elle. Mais que se passerait-il si elle n'était pas partie? Que se passerait-il si elle existait simplement à différentes coordonnées dans l'espace-temps? Cela n'élimine pas le deuil. Vous ne pouvez toujours pas les atteindre de manière ordinaire. Mais cela change la nature de ce deuil, de la perte à la séparation. Et la séparation, contrairement à la perte, implique que ce qui est séparé existe encore. Quatrièmement, rappelez-vous que la science n'a pas fermé la porte à ces mystères. La recherche sur les ondes gamma montre que nous ne comprenons pas ce qui arrive à la conscience à la mort. L'univers bloc montre que nos intuitions sur le temps peuvent être fausses. La prévalence et la cohérence des rêves de visite montrent que quelque chose se passe que la psychologie standard ne peut pas pleinement expliquer. Restez curieux, restez ouvert. Les réponses peuvent être plus étranges que quiconque ne le pense. Cinquièmement, faites confiance à la réalité de vos expériences. Si vous avez rêvé de quelqu'un qui est mort et que ce rêve vous a apporté du réconfort, ne laissez personne vous dire que ce n'était que votre imagination. 68% des personnes qui ont ces rêves les caractérisent comme des visites. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas fou.
Vous avez vécu quelque chose que des millions de personnes ont vécu, quelque chose que les chercheurs commencent seulement à comprendre. Albert Einstein a écrit cette lettre à Michel-Ange Bessot quelques semaines seulement avant sa propre mort. Il avait 76 ans. Il savait que son temps était court. L'anévrisme qui allait le tuer était déjà en train de se rompre. Et pourtant, son dernier message sur la mort n'était pas le désespoir. C'était la physique. C'était la vérité froide et magnifique que ces équations avaient révélée. La distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Michel-Ange Bessot n'était pas parti. Il avait simplement quitté ce monde étrange un peu avant. Albert Einstein suivrait bientôt. Et dans l'univers bloc, ils sont tous les deux encore là, discutant encore de physique pendant les pauses déjeuner à Berne, écrivant encore des lettres à travers les décennies, toujours connectés à travers les coordonnées de l'espace-temps qui contiennent leur existence partagée. Un mois après avoir écrit cette lettre, Albert Einstein lui-même est mort. Le 18 avril 1955, l'anévrisme s'est complètement rompu. Il a refusé la chirurgie, disant « Je veux partir quand je veux. Il est de mauvais goût de prolonger artificiellement la vie. J'ai fait ma part. Il est temps de partir. Je le ferai avec élégance. » Dans l'univers bloc, Albert Einstein n'est pas parti non plus. Chaque moment de sa vie existe éternellement. Le jeune employé de bureau des brevets à Berne, le professeur à Berlin, l'exilé à Princeton, le vieil homme écrivant des lettres sur son ami mort. Tout cela existe, tout cela est réel, tout cela continue, pour toujours, dans la structure qui contient tout le temps. Vous avez perdu des gens aussi. Nous l'avons tous fait, et peut-être, dans vos rêves, les avez-vous retrouvés, non pas comme des fantômes, non pas comme des esprits, mais comme des moments dans le temps qui continuent d'exister, attendant que la conscience leur rende visite. Si la mort est la fin, nous ne devrions pas rêver de ceux qui sont partis. Pourtant, nous le faisons. 58% d'entre nous le font. 86% des veuves et veufs le font aussi. Et ces rêves semblent différents des autres rêves. Ils donnent l'impression de visite. Peut-être que c'en sont. Considérez ceci. Plus de la moitié des patients en fin de vie font des rêves ou ont des visions vives de parents décédés dans leurs derniers jours. Une étude de 2025, publiée dans l'International Review of Psychiatry, a documenté ces expériences de fin de vie, notant que les patients rapportent souvent voir des êtres chers qui sont décédés, venir à leur rencontre, pour les réconforter, pour les guider vers ce qui vient ensuite. Ces expériences se produisent indépendamment des convictions religieuses, des origines culturelles ou de l'éducation. Elles arrivent aux croyants comme aux athées. Elles arrivent aux scientifiques et aux artistes, aux personnes âgées et parfois aux jeunes. Si les mourants voient constamment les morts, et si les personnes endeuillées rêvent constamment d'eux, alors peut-être que la barrière entre les vivants et les défunts n'est pas aussi absolue que nous le supposons. Peut-être que l'univers bloc d'Albert Einstein offre un cadre pour comprendre ce que tant de gens vivent, mais ont du mal à expliquer. Les morts ne sont peut-être pas partis. Ils sont peut-être simplement ailleurs dans le temps. Si cette vidéo a changé votre façon de penser à la mort, au rêve, à ce que la physique d'Albert Einstein implique vraiment, alors j'ai besoin de vous entendre. Commentez, visite. Si vous avez rêvé de quelqu'un qui est décédé et que cela ressemblait à plus qu'un souvenir, commentez souvenir. Si vous croyez que ces rêves ne sont que le cerveau qui traite le deuil, je lis tous les commentaires dans les 2 premières heures après la publication et je réponds à ceux qui montrent une réelle réflexion. Parlez-moi de votre expérience. Dites-moi de qui vous avez rêvé. Dites-moi ce qu'ils ont dit ou fait. Dites-moi ce que cela vous a fait ressentir. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. Abonnez-vous si vous voulez approfondir.
les mystères qu'Albert Einstein a laissés derrière lui. Il y a tellement plus à découvrir, tellement plus qu'on ne vous a jamais enseigné. Et comme Albert Einstein lui-même l'a dit, l'expérience la plus belle que nous puissions avoir est le mystère. Je vous verrai dans la prochaine vidéo, ou peut-être dans l'univers bloc, l'ai-je déjà fait.